Vous êtes dans une pièce remplie de monde. Des conversations s'engagent autour de vous, des rires résonnent, des téléphones vibrent avec des messages provenant de groupes d'amis. Certains vous embrassent à votre arrivée, d'autres vous demandent comment vous allez. D'autres encore partagent des anecdotes de leur journée. La scène respire la connexion. Mais quelque chose ne va pas. Quelque chose que vous ressentez sans pouvoir le nommer. C'est un vide particulier. Pas le vide de la solitude, celui-là, vous le connaissez. C'est le vide d'être entouré et pourtant complètement isolé. Comme s'il y avait une vitre invisible qui vous séparait de tous ceux qui sont là. Vous souriez, vous répondez, vous participez. Mais une partie de vous observe de loin, étrangement déconnectée, et murmure une question dérangeante. Est-ce que l'une de ces personnes me connaît vraiment? Ce n'est pas de l'ingratitude. Ce n'est pas un manque d'amour pour ceux qui sont là. C'est quelque chose de plus troublant. Le sentiment que toutes ces relations que vous appelez amitié peuvent être des constructions fragiles, des performances sociales bien exécutées, mais vides à l'intérieur. Et le plus effrayant, vous soupçonnez que vous aussi vous jouez un rôle, qu'il existe une version de vous-même que personne ici ne connaît, peut-être même pas vous-même. Carl Jung, le psychiatre suisse qui a révolutionné la compréhension de la psyché humaine, a consacré des décennies à étudier précisément cela, et ce qu'il a découvert devrait nous inquiéter profondément. Jung a révélé que l'amitié véritable, cette connexion authentique entre deux personnes qui se connaissent et s'acceptent vraiment, est presque impossible, non pas parce que les gens sont mauvais ou faux, mais parce que nous fonctionnons selon des mécanismes psychologiques invisibles qui nous empêchent de nous voir tels que nous sommes réellement. Nous portons des masques qui se fondent dans notre peau. Nous renions certaines parties de nous-mêmes, puis nous les voyons chez les autres. Nous suivons des schémas psychologiques ancestraux en croyant qu'il s'agit de choix individuels. Et lorsque nous essayons enfin de regarder quelqu'un en face, nous découvrons que nous ne voyons que le reflet de nos propres conflits internes projetés sur lui. Jung a répertorié 4 mécanismes psychologiques qui structurent cette impossibilité. La persona, l'ombre, l'inconscient collectif et la projection. Chacun d'entre eux opère à différents niveaux de la psyché, mais tous convergent vers le même résultat, des relations basées sur l'illusion et non sur la connaissance réelle. Et le plus troublant, ces mécanismes sont inconscients. Vous ne décidez pas de les utiliser. Ils opèrent automatiquement, façonnant chaque interaction, chaque choix d'amitié, chaque moment d'intimité supposé. Pourquoi si peu d'amitiés survivent-elles à de véritables crises? Pourquoi pouvez-vous passer des années aux côtés de quelqu'un et découvrir dans un moment de pression que vous ne connaissiez pas cette personne? Pourquoi des relations qui semblaient profondes se révèlent-elles superficielles lorsque le masque tombe? Jung avait des réponses, et elles ne sont pas réconfortantes. Elles suggèrent que la plupart de ce que nous appelons l'amitié est en fait un théâtre collaboratif, où tout le monde a accepté de ne pas remettre en question les rôles des autres, où la règle implicite est « je maintiens ton illusion si tu maintiens la mienne ». Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant dans cette découverte. Si vos amis ne vous connaissent pas vraiment parce que vous portez des masques, niez des parties de vous-même, suivez des scripts psychologiques et projetez vos conflits internes sur eux, alors la question évidente se pose. Connaissez-vous vos amis? Ou êtes-vous en relation avec des versions déformées d'eux, construites par vos propres besoins psychologiques non résolus? Le premier de ces mécanismes opère avant même que vous ne réalisiez que vous êtes seul. Il commence à fonctionner dès que vous vous réveillez, vous habillez et quittez votre maison. Il est invisible, automatique et absolument déterminant. Jung l'a appelé la persona. Et le comprendre, c'est comprendre pourquoi l'intimité authentique est si rare qu'elle frôle l'impossible. Le masque que vous portez n'est pas en plastique. Il n'a pas d'élastique. Il ne pèse pas sur vos épaules. Vous ne le rangez pas dans un tiroir quand vous rentrez chez vous. En fait, vous avez oublié que vous le portez. Jung a appelé ce masque psychologique persona, un terme dérivé des masques que les acteurs portaient dans le théâtre grec antique. Mais voici le problème. Alors que les acteurs retirent leur masque après le spectacle, nous retirons rarement les nôtres. Avec le temps, le masque colle à la peau, et à un moment donné, nous cessons de distinguer où finit la performance et où commence le vrai visage. Pensez à la version de vous-même qui existe au travail, la façon dont vous parlez, les sujets que vous choisissez d'aborder, le niveau de vulnérabilité que vous vous autorisez à montrer. Maintenant, pensez à la version de vous-même qui apparaît lors des dîners de famille. Comparez-la à la version qui émerge lorsque vous êtes avec vos amis d'enfance. 3 contextes, 3 performances légèrement différentes.
Vous ne mentez dans aucun d'entre eux. Mais vous n'êtes pas non plus complètement vous-même. Vous calibrez, ajustez, modifiez. Vous montrez les parties qui s'adaptent, cachez celles qui génèrent de l'inconfort. C'est la persona à l'œuvre. Jung a découvert que nous construisons ces masques comme stratégie de survie sociale. Ils nous permettent de naviguer dans des hiérarchies complexes, d'éviter les conflits inutiles et de maintenir l'acceptation du groupe. La persona est utile. Le problème survient lorsqu'elle cesse d'être un outil et devient une identité. Lorsque vous passez tellement de temps à jouer un rôle que vous oubliez ce que vous ressentez lorsque personne ne vous regarde. Lorsque l'approbation que vous recevez commence à soutenir votre estime de soi, mais que vous savez dans un coin profond et silencieux de votre esprit que cette approbation n'est pas vraiment pour vous. Elle est pour la version éditée que vous avez décidé de montrer. Et c'est là que l'amitié s'effondre. Si vous portez toujours un masque, comment quelqu'un peut-il vraiment vous connaître? Ils connaissent votre performance. Ils apprécient votre jeu. Ils aiment le personnage que vous avez construit. Mais vous, la personne complexe, contradictoire, parfois mesquine, parfois généreuse, parfois confuse, cette version reste cachée. Et le plus troublant, vous faites la même chose avec eux. Vous interagissez avec leur persona, pas avec qui ils sont vraiment. Deux masques qui discutent, deux performances qui s'approuvent mutuellement. Aucune intimité réelle. Jung a observé quelque chose d'encore plus inquiétant. La persona n'est pas un choix conscient la plupart du temps. Vous ne vous réveillez pas en pensant « Aujourd'hui, je vais porter mon masque de personne bien dans sa peau ». Vous vous glissez simplement dedans automatiquement, comme un réflexe. Quelqu'un vous demande comment vous allez, et avant même de vérifier intérieurement, votre persona répond « Bien » et vous, peu importe si vous avez mal dormi, si vous êtes anxieux à cause d'une décision difficile, si vous ressentez une vague tristesse que vous ne pouvez pas nommer. La persona protège, elle simplifie, elle permet aux choses de fonctionner. Mais ce faisant, elle isole également. Pensez à vos plus anciennes amitiés. Combien de fois avez-vous vraiment montré votre peur? Pas la version acceptable de l'inquiétude, mais la peur brute, irrationnelle, qui vous réveille à 3 heures du matin. Combien de fois avez-vous admis être envieux de quelque chose que votre ami a accompli? Combien de fois avez-vous dit « je ne vais pas bien » sans immédiatement justifier, contextualiser ou minimiser? Si la réponse est rarement ou jamais, ce n'est pas parce que vous ne ressentez pas ces choses, c'est parce que votre persona a appris que ces révélations sont risquées, que la vulnérabilité incontrôlée peut entraîner le rejet. Alors, vous modifiez votre comportement, constamment. Jung a appelé cela l'inflation de la persona, lorsque le masque devient si dominant que vous perdez le contact avec qui vous êtes sans lui, et le coût en termes d'amitié est énorme. Car une amitié sincère exige ce que Jung a décrit comme une rencontre authentique, deux êtres humains se révélant au-delà de leur fonction sociale. Mais comment cela peut-il se produire si les deux ont oublié qu'ils jouent un rôle? Si les deux croient que la version éditée qu'ils présentent est la totalité de ce qu'ils sont? Il en résulte une solitude particulière. C'est la solitude d'être félicité pour des qualités que vous avez forgées, d'être aimé pour une version de vous-même que vous ne reconnaissez pas complètement. Les gens vous disent « vous êtes si fort » et vous savez que vous ne montrez de la force que parce que vous avez appris à cacher votre fragilité. Ils vous qualifient de toujours calme et vous connaissez le tourbillon intérieur dont vous ne parlez jamais. On vous considère comme généreux, mais vous ressentez l'effort que vous faites pour réprimer vos pulsions égoïstes. La dissonance entre qui vous êtes et qui les gens pensent que vous êtes crée une distance qu'aucune quantité de temps passé ensemble ne peut combler. Et voici le cruel paradoxe. Plus vous investissez dans votre persona, plus il devient difficile de l'abandonner, parce que vous avez désormais des relations construites sur cette base. Des personnes qui vous connaissent à travers le masque. Si vous commencez soudainement à montrer des aspects que vous avez toujours cachés, colère, insécurité, égoïsme, confusion, vous risquez non seulement d'être rejeté, mais aussi d'avoir le sentiment d'avoir menti tout ce temps. Et peut-être que c'était le cas, pas intentionnellement, mais par omission, par édition continue, par crainte que la version complète de vous-même soit inacceptable. La persona fonctionne également comme un pacte tacite entre les personnes. Lorsque vous rencontrez quelqu'un et que vous présentez tous les deux vos meilleures versions éditées, un accord tacite s'établit. Je fais semblant de croire en votre masque si vous faites semblant de croire en le mien. Personne ne le verbalise, mais vous ressentez tous les deux le danger de remettre cela en question. Si vous commencez à poser trop de questions, à trop observer, à pointer des incohérences, vous rompez le pacte. Et alors,
toute la relation peut s'effondrer, non pas parce que vous avez découvert quelque chose de terrible l'un sur l'autre, mais parce que vous avez révélé qu'il y avait toujours eu quelque chose de caché. L'amitié, dans ce cas, n'était pas entre deux personnes, elle était entre deux accords de non-ingérence. Jung a observé que la persona devient particulièrement rigide dans les situations où les enjeux sont importants, dans les environnements professionnels, par exemple, où montrer sa fragilité peut coûter sa position ou le respect. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette rigidité contamine d'autres contextes. Vous ne déconnectez pas simplement la persona du travail lorsque vous rencontrez un ami. Elle s'infiltre. Vous continuez à peser vos mots, à gérer vos impressions, à maintenir un certain niveau de sang-froid, même lorsque vous devriez être détendu. Le masque que vous portez 8 heures par jour ne disparaît pas le week-end. Il s'estompe, peut-être, mais il reste. Et il existe un type particulier de fatigue qui vient du fait de maintenir la persona active tout le temps. Ce n'est pas une fatigue physique, c'est une fatigue émotionnelle. Le sentiment que vous êtes constamment connecté, surveillant la façon dont vous êtes perçu, ajustant votre expression pour vous adapter au moment. Certaines personnes décrivent cela comme si elles étaient toujours légèrement en dehors d'elles-mêmes, observant et corrigeant leurs propres performances en temps réel. Jung dirait que cela se produit lorsque la persona est devenue si dominante que vous avez développé un observateur interne, dont la seule fonction est de veiller à ce que vous ne sortiez jamais du personnage. Le plus tragique, c'est que tous ces efforts sont rarement reconnus par les autres, car ils font exactement la même chose. Vous êtes tous les deux épuisés par le fait de jouer un rôle. Vous vous sentez tous les deux seuls, même lorsque vous êtes ensemble. Vous soupçonnez tous les deux qu'il y a quelque chose de plus profond qui n'est pas accessible. Mais aucun de vous ne sait comment briser le schéma sans risquer de perdre ce qui a déjà été construit. Alors vous continuez, rencontre après rencontre, conversation après conversation, de plus en plus familiarisé avec les personas de l'autre, de plus en plus éloigné des personnes réelles qui se cachent derrière. Jung ne suggérait pas que nous devrions éliminer complètement la persona. Il reconnaissait sa fonction adaptative. Ce contre quoi il mettait en garde, c'était l'identification totale à celle-ci. Oubliez qu'il y a quelque chose de plus profond, quelqu'un de plus complexe, de plus contradictoire, de plus humain que le personnage social que vous incarnez. Et il insistait sur le fait que tant que nous fonctionnons principalement à travers des personas, tant que nous interagissons masque contre masque, l'amitié authentique restera une illusion réconfortante, mais fondamentalement vide. Mais la persona n'est que la première couche de l'illusion. Il existe quelque chose de plus profond qui nous sépare. Quelque chose que Jung a découvert en observant non seulement ce que nous montrons aux autres, mais aussi ce que nous cachons à nous-mêmes. Ce sont les aspects que nous nions avec tant de force que nous ne remarquons même pas quand ils contrôlent nos réactions, nos choix et nos jugements. Jung a appelé cela l'ombre, et la comprendre, c'est réaliser que le plus grand obstacle à une amitié sincère n'est pas de tromper les autres, c'est de se tromper soi-même. Il y a une partie de vous que vous ne connaissez pas, non pas parce qu'elle est cachée quelque part au plus profond de votre psyché, mais parce que vous avez décidé, à un moment donné de votre vie, qu'elle ne pouvait pas exister, que si elle existait, elle vous rendrait inacceptable. Vous l'avez donc repoussée dans un endroit où vous n'avez pas besoin de la regarder. Jung a appelé ce dépôt psychologique l'ombre. Et il a découvert quelque chose de troublant. Tout ce que vous niez en vous-même ne disparaît pas. Cela échappe simplement à votre contrôle conscient et commence à agir en coulisses, façonnant vos réactions, vos choix d'amitié et surtout vos jugements sur les autres. L'ombre ne contient pas seulement vos mauvaises qualités, elle renferme tout ce que vous avez appris à rejeter. Si vous avez grandi dans un environnement qui valorisait la retenue émotionnelle, votre ombre peut contenir votre spontanéité, votre colère légitime, votre capacité à exprimer vos besoins sans vous excuser. Si on vous a appris que la vulnérabilité est une faiblesse, votre ombre porte votre besoin de soutien, votre peur, votre tristesse non traitée. Si vous avez appris que vouloir de l'attention est égoïste, votre ombre abrite votre désir naturel d'être vu et apprécié. C'est là que cela détruit la possibilité d'une véritable amitié. Lorsque vous niez quelque chose en vous-même, vous devenez hypersensible à cette qualité chez les autres. Jung a découvert que nous projetons notre ombre. Nous voyons chez les autres exactement ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. La personne qui vous irrite par son besoin constant de validation peut refléter votre propre désir réprimé d'attention. L'ami que vous critiquez pour être trop froid et rationnel peut refléter la logique émotionnelle que vous avez supprimée au nom d'une apparence plus chaleureuse.
La connaissance qui vous dérange parce qu'elle est égoïste peut vivre l'auto-priorisation que vous ne vous êtes jamais permis. Et ce mécanisme est complètement inconscient. Vous ne pensez pas « Ah, cette personne m'irrite parce qu'elle exprime quelque chose que j'ai nié en moi-même ». Vous ressentez simplement une aversion viscérale, un jugement automatique, une certitude qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Votre ombre a trouvé un miroir extérieur, et au lieu de reconnaître que vous regardez un aspect de vous-même reflété, vous attribuez le problème à l'autre. Ce n'est pas de l'amitié, c'est une guerre psychologique déguisée en coexistence. Jung a observé que l'intensité de votre réaction émotionnelle à quelqu'un indique généralement l'ampleur de la projection. Si un comportement spécifique vous irrite de manière disproportionnée, si vous ressentez un besoin compulsif de critiquer ou d'aider quelqu'un à changer un trait particulier, il est probable que vous rencontriez votre propre ombre projetée. La mère qui critique obsessionnellement le manque d'organisation de sa fille est peut-être confrontée à son propre chaos intérieur qu'elle ne s'est jamais permis d'exprimer. L'ami qui vous conseille constamment de vous détendre davantage est peut-être confronté à sa propre rigidité qu'il nie à travers son style de vie apparemment décontracté. Il existe également une ombre positive, les qualités que vous admirez intensément chez les autres, mais que vous ne reconnaissez pas en vous-même. Vous êtes fasciné par la confiance d'un certain ami, mais vous ne réalisez pas que cette qualité existe en vous, mais qu'elle n'est tout simplement pas développée. Vous enviez la créativité d'un proche, sans reconnaître les impulsions créatives que vous avez systématiquement réprimées. Vous idéalisez la spontanéité de votre entourage, ignorant que vous possédez également cette possibilité, mais que vous l'avez formatée comme de l'irresponsabilité et l'avez expulsée de votre image de soi. Ces projections positives créent des relations déséquilibrées, où vous déléguez votre propre potentiel aux autres. Vous avez besoin qu'ils soient courageux, parce que vous ne vous autorisez pas à l'être. Vous exigez qu'ils soient émotionnels, parce que vous n'accédez pas à vos propres émotions. Vous les admirez excessivement, parce qu'ils vivent des parties de vous-même que vous avez tuées. Ce n'est pas de l'amitié, c'est du parasitisme psychologique. Vous utilisez l'autre comme une extension de vous-même, comme le porteur de qualités que vous devriez intégrer et non externaliser. Jung a découvert que l'ombre explique également pourquoi tant d'amitiés suivent des cycles prévisibles d'idéalisation suivis de désillusion. Au début, vous projetez principalement votre ombre positive. La personne semble parfaite. Elle a tout ce que vous recherchiez. Compréhension, humour, profondeur, légèreté, tout ce qui vous manque, vous le trouvez en elle. Cette phase est enivrante, mais elle est construite sur une illusion. Vous ne connaissez pas la personne. Vous êtes en relation avec vos projections positives sur elle. Avec le temps, la réalité s'impose. La personne révèle des défauts, des limites, des comportements qui vous déçoivent. Mais voici le problème. Ce qui s'est réellement passé, c'est que vos projections positives ont commencé à s'effriter. Et dans le vide qu'elles ont laissé, vos projections négatives prennent le dessus. Vous voyez désormais en elles tout ce qui vous dérange. Égoïsme, insensibilité, superficialité. Elle n'a pas fondamentalement changé. Vous avez simplement changé l'ensemble de projections que vous projetez sur elle. Et comme ces projections sont inconscientes, vous croyez avoir des aperçus de son vrai caractère. Mais en réalité, vous oscillez entre deux types d'aveuglement. L'ombre crée ce que Jung a appelé des relations de participation mystique inconsciente, une fusion psychologique où vous perdez la capacité de distinguer entre vous et l'autre. Vous ressentez ces émotions comme si elles étaient les vôtres. Vous assumez la responsabilité de ces problèmes. Vous vous sentez offensé lorsqu'il est critiqué, comme si la critique vous était adressée. Cette fusion peut sembler être une intimité profonde. Mais Jung avertissait que c'est tout le contraire. C'est une absence de frontières psychologiques et non la présence d'une connexion authentique. Vous ne voyez pas vraiment l'autre. Vous êtes émotionnellement fusionné avec lui d'une manière qui vous empêche d'avoir une perspective claire. Et c'est là l'aspect le plus cruel de l'ombre. Elle nous empêche d'aider sincèrement ceux que nous disons aimer. Lorsque vous voyez un ami aux prises avec un problème, votre première réaction est souvent de lui proposer une solution. Mais Jung vous demanderait, répondez-vous à son problème réel ou à votre propre conflit interne projeté sur la situation? Le conseil que vous donnez est-il destiné à lui ou à la version de vous-même qu'il représente dans votre cinéma psychologique interne? Combien de fois avez-vous essayé de réparer quelqu'un parce que son comportement vous dérangeait, pour découvrir ensuite que votre aide était indésirable, que vous résolviez un problème qui n'existait pas tel que vous l'imaginiez, que votre malaise en disait plus long sur vous que sur lui?
L'ombre contient également ce que Jung appelait les aspects primitifs de la nature humaine, les pulsions de pouvoir, l'agressivité, la sexualité, l'envie, la compétition. La civilisation nous apprend à réprimer ces forces, à les traiter comme inacceptables, mais les nier ne les élimine pas. Cela les rend simplement inconscientes. Elles s'expriment alors de manière déformée. Une personne qui n'exprime jamais sa colère directement devient experte en agressivité passive. Un individu qui nie sa compétitivité se sent inexplicablement malheureux lorsque ses amis réussissent. Ceux qui répriment leur besoin de pouvoir deviennent soumis d'une manière qui génère un ressentiment chronique. Ces dynamiques de l'ombre empoisonnent lentement les amitiés, parce que vous ne pouvez pas admettre, même à vous-même, que vous êtes envieux de votre ami qui a été promu. Alors vous souriez, vous le félicitez, puis vous faites des commentaires subtilement désobligeants sans même vous en rendre compte. Vous ne reconnaissez pas votre compétitivité, alors elle se manifeste par le besoin d'avoir toujours le dernier mot, de dévaloriser subtilement les réalisations de l'autre, de prouver que vous êtes également important. Tout cela se produit à votre insu, votre ombre est à l'œuvre, et vos amis le ressentent, même s'ils ne peuvent pas mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Il existe un type spécifique d'amitié que l'ombre crée, l'amitié complémentaire inconsciente. C'est lorsque vous choisissez des amis qui expriment ouvertement ce que vous réprimez. L'éternellement responsable s'approche de l'éternellement irresponsable. Le rationnel recherche l'émotif. Le contrôlé est fasciné par le spontané. À première vue, il semble que les opposés s'attirent. Mais Jung voyait les choses différemment. Vous n'êtes pas attiré par l'opposé. Vous êtes attiré par votre propre ombre vécue à travers l'autre. Vous vivez votre rébellion refoulée à travers votre ami rebelle. Vous expérimentez vos émotions refoulées à travers votre ami émotif. Et tant que cela fonctionne, l'amitié semble profonde. Mais dès que votre ami cesse de jouer ce rôle, lorsque le rebelle mûrit, lorsque l'émotif développe sa rationalité, vous pouvez perdre tout intérêt, parce qu'il a cessé de remplir la fonction psychologique inconsciente que vous lui aviez déléguée. Jung insistait sur le fait que l'intégration de l'ombre, le processus qui consiste à reconnaître et à accepter ses parties niées, ne signifie pas agir selon toutes ses pulsions. Cela signifie en prendre conscience. Admettre pour soi-même. Oui, je ressens de la jalousie. Oui, j'ai des pulsions agressives. Oui, je veux être admiré. Oui, je suis égoïste dans certains contextes. Cette honnêteté intérieure ne fait pas de vous une personne pire. Elle fait de vous une personne consciente. Et seules les personnes conscientes de leur ombre peuvent avoir des rencontres authentiques avec les autres. Car c'est seulement alors que vous cessez de confondre votre guerre intérieure avec les défauts de l'autre. L'intégration de l'ombre est l'un des processus les plus inconfortables que Jung ait cartographié, parce qu'elle exige que vous admettiez des choses sur vous-même, que vous avez construites en niant toute votre identité. Elle exige que vous reconnaissiez des pulsions qui vous font honte. Elle exige que vous acceptiez que vous n'êtes pas la personne moralement supérieure que vous imaginiez être, ni la victime innocente que vous vous êtes convaincu d'être. Vous êtes complexe, contradictoire, capable de bonté sincère et de mesquinerie surprenante. Et les deux coexistent sans s'annuler. Mais la persona et l'ombre suffiraient déjà à empêcher toute connexion réelle. Pourtant, Jung est allé plus loin. Il a découvert que même lorsque vous retirez le masque et intégrez l'ombre, vous n'êtes toujours pas libre. Parce que vous n'êtes pas seulement vos dynamiques personnelles, vous portez en vous des schémas psychologiques qui ne sont pas les vôtres, qui viennent de beaucoup plus loin, qui vous contrôlent d'une manière que vous n'auriez jamais soupçonnée. Jung a appelé cela l'inconscient collectif. Et le comprendre, c'est réaliser que l'illusion de l'individualité est peut-être la plus grande illusion de toutes. Vous croyez que vos pensées sont les vôtres, que vos choix reflètent votre individualité, que lorsque vous décidez de qui vous approchez, de ce que vous appréciez, de la manière dont vous réagissez émotionnellement, vous exercez votre autonomie personnelle. Jung a détruit cette illusion. Il a découvert qu'au-delà de vos dynamiques personnelles, au-delà de la persona que vous avez construite et de l'ombre que vous niez, il existe une couche encore plus profonde de contenu psychologique. Et cette couche ne vous appartient pas. Elle ne provient pas de votre histoire individuelle, de votre famille, de vos expériences uniques. Elle est partagée, héritée, ancienne. Jung l'a appelée l'inconscient collectif. Et la comprendre, c'est réaliser que vous êtes beaucoup moins libre que vous ne le pensez. L'inconscient collectif opère à travers ce que Jung a appelé des archétypes, des modèles universels d'expérience humaine qui façonnent le comportement, la perception et les relations.
Ce sont des structures psychologiques que chaque être humain porte en lui, indépendamment de sa culture, de son époque ou de son histoire personnelle. Le héros, la mère, le sage, le filou, l'ombre. Le vieil homme sage, l'enfant éternel. Ce ne sont pas des concepts abstraits, ce sont des forces psychologiques actives qui, lorsqu'elles sont activées, vous font agir de manière prévisible, en répétant des schémas que l'humanité répète depuis des millénaires. Voici le problème pour l'amitié. Lorsqu'un archétype s'active en vous, vous perdez votre individualité. Vous commencez à suivre un scénario psychologique que vous n'avez pas écrit. Et pire encore, vous ne vous en rendez pas compte. Vous croyez être authentique, faire des choix libres, exprimer votre personnalité unique. Mais Jung remarquerait que vous incarnez simplement un rôle que des millions de personnes ont incarné avant vous, de la même manière, pour les mêmes raisons psychologiques, avec les mêmes résultats prévisibles. Pensez à vos groupes d'amis. Il y a toujours quelqu'un qui assume naturellement le rôle de leader, quelqu'un qui devient le médiateur des conflits, quelqu'un qui joue le rôle du rebelle, remettant en question les règles et les conventions, quelqu'un qui sert de bouc émissaire, absorbant les projections négatives du groupe, quelqu'un qui joue le rôle du clown, apaisant les tensions par l'humour. Ces rôles ne sont pas choisis consciemment. Ils émergent automatiquement parce que l'inconscient collectif organise les groupes humains selon des modèles archétypaux. Et une fois que vous endossez l'un de ces rôles, vous y êtes coincé. Le groupe s'attend à ce que vous le jouiez, et vous, inconsciemment, continuez à répondre à cette attente. Jung a observé que ces rôles semblent naturels parce qu'ils activent des structures psychologiques profondes. Lorsque vous devenez l'ami fiable du groupe, vous n'êtes pas simplement vous-même. Vous activez l'archétype du gardien, du protecteur. Lorsque vous devenez l'ami amusant, vous incarnez l'archétype du farceur. Lorsque vous assumez le rôle de l'ami qui a toujours besoin d'aide, vous vivez l'archétype de l'enfant éternel. Et le plus troublant, le groupe a inconsciemment besoin que quelqu'un joue chacun de ces rôles. Si vous quittez votre rôle, soit le groupe trouve quelqu'un d'autre pour le remplir, soit toute la dynamique entre en crise. Cela signifie que vos amitiés ne sont peut-être pas basées sur qui vous êtes vraiment, mais sur l'archétype que vous activez dans le groupe. Vous n'êtes pas choisi pour votre caractère unique, mais pour la fonction psychologique que vous remplissez dans l'économie émotionnelle collective. Et cela explique pourquoi tant d'amitiés se désagrègent lorsque quelqu'un change, lorsque celui qui est éternellement fiable finit par fixer des limites. Lorsque le rebelle mûrit et devient responsable, lorsque le clown révèle une profonde dépression, le groupe ne sait pas comment se comporter avec cette personne en dehors du rôle archétypal qu'elle jouait, parce que la relation n'a jamais été avec l'individu, elle était avec la fonction qu'il remplissait. Jung a découvert que l'inconscient collectif devient particulièrement actif en période de crise, d'incertitude ou de transition. Lorsque la vie individuelle devient trop menaçante ou confuse, les gens régressent vers des modèles collectifs qui leur offrent un sentiment de sécurité et d'appartenance. Cela explique pourquoi, lors de crises sociales, politiques ou culturelles, vous voyez des amis qui semblaient uniques et indépendants parler, penser et agir soudainement de manière identique. Ils ne fonctionnent plus en tant qu'individus. Ils sont possédés par des forces archétypales. Le guerrier en temps de conflit, la mère protectrice en temps de menace, le prophète en temps d'effondrement moral. Cette possession archétypale crée ce que Jung a appelé l'inflation psychologique. La personne perd le contact avec son humanité limitée et commence à s'identifier à l'archétype qui la possède. L'individu qui se considère comme un guerrier de la justice ne peut plus admettre le doute, l'ambiguïté ou l'erreur. Il est devenu l'archétype, et lorsque cela se produit, la capacité à établir des relations authentiques disparaît. Vous ne parlez plus à une personne, vous parlez à une force collective qui s'exprime à travers elle. L'inconscient collectif explique également pourquoi tant de personnes choisissent leurs amis selon des critères prévisibles, non pas parce qu'ils ont une réelle affinité, mais parce que ces amis activent une complémentarité archétypale. L'Éternel Sauveur recherche l'Éternel nécessiteux. Le rationnel se rapproche de l'émotif. Le contrôleur s'attache au spontané. Il semble y avoir un choix individuel. Mais Jung suggérerait qu'il s'agit d'archétypes s'organisant en paires fonctionnelles, comme les pièces d'un puzzle psychologique ancestral. Et tant que cette complémentarité fonctionne, l'amitié semble profonde. Mais dès que quelqu'un tente de sortir de son rôle, toute la relation peut s'effondrer. Il existe également le phénomène des amitiés qui suivent des récits archétypaux complets, comme si elles mettaient en scène des mythes anciens sans le savoir. L'histoire du mentor et de l'apprenti.
le parcours de deux héros qui deviennent rivaux, l'alliance qui se termine par une trahison, l'ami qui se sacrifie pour l'autre. Jung observait ces récits se répéter dans la vie des gens, génération après génération, culture après culture. Non pas parce que les gens copient consciemment ces histoires, mais parce que l'inconscient collectif structure les expériences humaines selon des schémas narratifs ancestraux. Cela soulève une question troublante. Si vous suivez un scénario archétypal dans votre amitié, qui vit réellement cette relation? Vous, en tant qu'individu unique, ou une force psychologique collective qui vous utilise comme vecteur pour répéter des schémas millénaires? Jung dirait que pour la plupart des gens, la plupart du temps, c'est la deuxième option. Ils croient faire des choix individuels, mais ils suivent des programmes psychologiques qui précèdent leur existence. L'inconscient collectif porte également ce que Jung a appelé des complexes culturels, c'est-à-dire des schémas spécifiques à certains groupes, nations ou époques. Chaque génération développe ses propres scénarios sur ce que doit être l'amitié, ce qu'il est acceptable d'exprimer, comment les conflits doivent être résolus, quel type de vulnérabilité est permis. Et ces scénarios s'infiltrent si profondément que vous les confondez avec votre personnalité. Vous n'êtes pas vous-même lorsque vous suivez ces modèles. Vous êtes l'expression de votre époque, de votre culture, du moment historique qui vous a façonné. Jung affirmait que l'inconscient collectif n'est pas nécessairement mauvais. Il remplit des fonctions importantes. Il offre une structure, un sens partagé, un sentiment de continuité avec quelque chose de plus grand que l'individu. Le problème survient lorsque ces modèles restent complètement inconscients, lorsque vous ne reconnaissez pas que vous êtes influencé par eux, lorsque vous croyez que chaque pensée, chaque sentiment, chaque choix relationnel est purement le vôtre, sans percevoir les forces collectives qui les façonnent. Prendre conscience de l'inconscient collectif ne signifie pas le rejeter. Ce serait impossible. Il fait partie de la structure psychique humaine. Cela signifie reconnaître quand vous agissez à travers un archétype et faire des choix conscients sur la manière de vous y rapporter. Cela signifie percevoir quand vous suivez un script culturel et décider si ce script sert votre vie ou si vous ne faites que répéter des schémas parce que vous n'avez pas remis en question leur origine. Mais cette conscience est rare. La plupart des gens ne développent jamais une perception suffisante pour distinguer leurs impulsions individuelles des forces collectives qui les traversent. Ils vivent entièrement selon les schémas archétypaux, croyant être uniques alors qu'ils répètent des comportements que l'humanité répète depuis toujours. Et cela rend l'amitié authentique presque impossible, car l'amitié authentique exige une rencontre entre des individus. Mais comment peut-il y avoir rencontre individuelle lorsque ni l'un ni l'autre n'a développé d'individualité au-delà des schémas collectifs qui les habitent? Mais Jung ne s'est pas arrêté à la dénonciation. Il est allé encore plus loin. Il a demandé « Si tout cela est vrai, si nous portons des masques, si nous nions notre ombre, si nous suivons des scripts collectifs, alors comment nous voyons-nous réellement les uns les autres ?» Et la réponse qu'il a trouvée est peut-être la plus dévastatrice de toutes. Nous ne voyons pas, nous projetons. Et cette projection crée le dernier et le plus cruel des mécanismes qui empêchent toute véritable amitié. Un mécanisme qui transforme chaque tentative de connaître l'autre en une interaction avec des fantômes intérieurs. Jung a appelé cela la projection. Et la comprendre, c'est réaliser que vous avez peut-être passé toute votre vie sans jamais voir personne tel qu'il est réellement. Vous regardez quelqu'un et vous croyez voir cette personne. Mais Jung poserait une question dérangeante. Voyez-vous vraiment l'autre ou voyez-vous un écran blanc sur lequel vous projetez le contenu de votre propre psyché? La projection est le mécanisme le plus cruel que Jung ait identifié. Car contrairement à la persona, que vous pouvez apprendre à reconnaître ou à l'ombre, que vous pouvez travailler à intégrer, ou à l'inconscient collectif dont vous pouvez commencer à percevoir l'influence, la projection se produit automatiquement, instantanément et de manière si convaincante que vous jureriez voir la réalité objective, alors qu'en fait, vous voyez votre propre cinéma intérieur projeté sur une autre personne. Cela fonctionne exactement comme un projecteur de cinéma. Le contenu du film n'est pas sur l'écran, il est dans le projecteur. L'écran ne fait que refléter les images qui sont projetées sur lui. Jung a découvert que nous faisons la même chose avec les gens. Nous prenons nos contenus psychologiques non résolus, nos peurs, nos désirs, nos conflits, nos besoins, et les projetons sur les autres. Nous réagissons ensuite à ces projections comme s'il s'agissait de caractéristiques réelles des personnes. Et le plus troublant, tant que la projection est active, vous ne pouvez pas faire la distinction entre ce que la personne est réellement et ce que vous lui avez attribué. Jung a observé que nous projetons ce que nous n'avons pas intégré.
Si vous avez un besoin d'amour que vous n'avez jamais reconnu, vous pouvez projeter ce besoin sur un ami et vous sentir ensuite étouffé par sa dépendance, alors qu'en réalité, c'est votre propre dépendance non reconnue que vous voyez se refléter. Si vous avez une colère refoulée que vous n'avez jamais traitée, vous pouvez projeter de l'hostilité sur les personnes qui vous entourent, en interprétant des gestes neutres comme des attaques, en voyant de l'agressivité là où il n'y en a pas. Si vous éprouvez une profonde honte à propos d'un aspect de vous-même, vous pouvez projeter votre jugement sur les autres, en ayant l'impression que tout le monde vous critique, alors qu'en réalité, vous vous critiquez vous-même à travers eux. Cela détruit toute possibilité d'amitié réelle, car vous n'interagissez jamais vraiment avec la personne. Vous interagissez avec une version d'elle, contaminée par votre matériel psychologique non résolu. Imaginez deux personnes assises face à face. Toutes deux projettent, toutes deux réagissent à leur propre projection. Aucune ne voit vraiment l'autre. Elles peuvent passer des années ainsi, des décennies, accumulant des histoires, des souvenirs partagés, un sentiment d'intimité. Mais Jung demanderait, se connaissent-elles vraiment ou connaissent-elles seulement les versions projetées l'une de l'autre? La projection explique les cycles prévisibles que suivent tant d'amitiés. D'abord, l'idéalisation. Vous rencontrez quelqu'un et cette personne vous semble incroyable. Elle a tout ce que vous avez toujours recherché. Compréhension, intelligence, humour, profondeur. Vous vous sentez connecté d'une manière que vous expérimentez rarement. Mais Jung vous mettrait en garde. Attention, cette intensité indique généralement une projection massive. Vous ne voyez pas la personne. Vous voyez vos projections positives sur elle. Vous projetez votre potentiel inexploité, vos qualités niées, vos besoins non satisfaits, et cela crée une version idéalisée qu'aucun être humain réel ne peut soutenir. Avec le temps, la réalité s'impose. La personne révèle ses limites. Elle commet des erreurs. Elle dit quelque chose qui vous blesse. Elle n'est pas disponible quand vous en avez besoin. Et soudain, l'idéalisation s'effondre. Mais à sa place, ce n'est pas une vision plus réaliste et équilibrée qui apparaît. C'est la désillusion. Vous voyez maintenant des défauts partout. Égoïsme, insensibilité, superficialité. La personne qui semblait parfaite semble désormais profondément imparfaite. Mais que s'est-il réellement passé? La personne a-t-elle changé de manière aussi radicale? Jung dirait que non. Ce sont vos projections qui ont changé. Les projections positives se sont effondrées. Et dans le vide qu'elles ont laissé, vos projections négatives ont pris le dessus. Et vous êtes convaincu que vous voyez enfin la vérité. Qu'auparavant, vous étiez dans l'illusion, mais que vous êtes désormais réaliste. Mais Jung insisterait, vous ne voyez toujours pas la personne réelle. Vous avez simplement remplacé un ensemble de projections par un autre. Vous êtes passé de l'aveuglement par l'idéalisation à l'aveuglement par la désillusion. Et à aucun moment vous n'avez vraiment vu l'être humain complexe, contradictoire et limité qui se trouve devant vous. Car pour cela, il faudrait retirer vos projections. Et la plupart des gens n'apprennent jamais à le faire. Si vous voulez comprendre l'architecture complète de ces mécanismes et commencer à les reconnaître en temps réel, la méthode SIM propose un protocole quotidien de 5 minutes pour une intégration consciente. C'est une approche pratique que Jung approuverait probablement. Pas de théorie interminable, mais un travail concret d'auto-observation. Le lien se trouve dans la description. Mais revenons à la projection. Jung a découvert que l'intensité émotionnelle est le principal indicateur d'une projection active. Quand quelqu'un vous irrite de manière disproportionnée, quand vous ressentez une attirance inexplicable, quand une critique d'un certain ami vous détruit, mais que la même critique venant d'une autre personne ne vous affecte pas, quand vous vous sentez obligé de sauver quelqu'un de lui-même, quand vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à la façon dont une certaine personne devrait changer. Tous ces signes indiquent que vous ne réagissez pas à la personne réelle, vous réagissez à vos propres projections sur elle. Et voici l'aspect le plus insidieux. La projection crée des prophéties autoréalisatrices. Si vous projetez le rejet sur quelqu'un, vous commencez à vous comporter de manière défensive avec cette personne. Votre attitude défensive crée une distance. La distance confirme votre croyance initiale selon laquelle vous seriez rejeté. Mais vous n'avez pas été rejeté. Vous avez créé les conditions du rejet par votre projection. Si vous projetez que quelqu'un est incompétent et a besoin de votre aide constante, vous commencez à le traiter comme s'il était incapable. Il intériorise ce message et cesse d'essayer. Son incompétence s'accroît et vous vous sentez validé dans votre évaluation initiale. Mais vous ne voyez pas la vérité. Vous créez la réalité que vous prétendiez ensuite simplement observer. Jung a observé que les projections ont des crochets,
des aspects réels de la personne qui servent de point d'ancrage au contenu que vous projetez. Si quelqu'un a montré une fois sa vulnérabilité, vous pouvez projeter sur lui une fragilité totale. Si quelqu'un s'est montré assertif dans une situation, vous pouvez projeter sur lui de l'agressivité. Le point d'ancrage est réel. Mais vous l'amplifiez 1000 fois par la projection, transformant un trait occasionnel en une caractéristique déterminante. Et alors, vous ne voyez plus rien d'autre que cela. La projection explique également pourquoi vous pouvez donner le même conseil à deux amis différents et que l'un vous remercie profondément tandis que l'autre s'offusque. Ce n'est pas parce que le conseil était différent. C'est parce que l'un d'eux a projeté de la bienveillance sur vous et a entendu le conseil à travers ce prisme. L'autre a projeté du contrôle ou du jugement et a entendu le même conseil comme une critique. Vous n'avez rien fait de différent. Mais les projections différentes ont créé des expériences complètement différentes de la même interaction. Jung insistait sur le fait que retirer ces projections est l'un des travaux psychologiques les plus difficiles. Parce que cela exige que vous admettiez que vous aviez tort, que la personne que vous détestiez n'est peut-être pas si mauvaise, que la personne que vous idéalisiez n'est qu'humaine, que vos jugements catégoriques sur les autres en disent plus long sur vous que sur eux, que vous avez gaspillé votre énergie émotionnelle à réagir à des fantômes intérieurs plutôt qu'à répondre à des personnes réelles. C'est une pilule difficile à avaler, et la plupart des gens préfèrent conserver leurs projections plutôt que de l'avaler. Mais sans retirer vos projections, vous ne pouvez pas avoir de véritables amitiés. Vous entretenez des relations avec des versions déformées des personnes, créées par votre propre matériel psychologique non résolu. Et le plus triste, c'est que vos amis font exactement la même chose avec vous. Ils ne vous voient pas, ils voient vos projections sur vous. Vous êtes tous les deux seuls ensemble, chacun prisonnier de son propre cinéma intérieur, croyant regarder le même film, alors qu'en réalité, vous voyez des projections complètement différentes. Et cela nous amène à une dernière question que Jung a laissée en suspens. Si vous avez passé toute votre vie à voir les gens à travers des projections, combien de relations réelles avez-vous eues? Et si vos amis font de même, qui vous connaît vraiment? Qui vous a vu au-delà des projections qu'ils ont projetées sur vous? La réponse, dans la plupart des cas, est personne. Et c'est la solitude la plus profonde qui soit. Non pas la solitude d'être physiquement seul, mais la solitude d'être entouré de personnes qui ne vous ont jamais vraiment vu parce qu'elles étaient trop occupées à interagir avec leurs propres projections internes. À ce stade, vous connaissez déjà les 4 mécanismes que Jung a cartographiés. La persona qui cache qui vous êtes, l'ombre qui nie certaines parties de vous-même et les projette sur les autres, l'inconscient collectif qui vous fait suivre des scripts qui ne sont pas les vôtres, et la projection qui vous empêche de voir clairement quiconque. La question évidente se pose. Si tout cela est vrai, si tant de couches d'illusions nous séparent les uns des autres, pourquoi continuons-nous? Pourquoi ne pas simplement admettre que l'amitié sincère est impossible et continuer à vivre consciemment des relations superficielles sans prétendre qu'il y a de la profondeur là où il n'y en a pas? La réponse est simple et dévastatrice, parce que faire face à ces illusions est trop douloureux, parce que garder les masques, nier l'ombre, suivre les normes collectives et vivre à travers des projections est plus confortable que l'alternative. Jung a découvert que la plupart des gens préfèrent vivre dans une illusion confortable plutôt que d'affronter la réalité inconfortable de leurs conditions psychologiques. Et il y a des raisons très concrètes à cela. Tout d'abord, il y a la peur du rejet. Si vous retirez votre persona et montrez qui vous êtes vraiment, avec toutes vos contradictions, vos peurs, vos pulsions égoïstes et vos confusions, vous risquez d'être rejeté par les personnes qui ne connaissent que votre version édulcorée. Et pour beaucoup, cette possibilité est trop terrifiante. Il est plus sûr de maintenir le jeu et d'accepter une connexion superficielle que de risquer une réelle vulnérabilité et de perdre éventuellement même cette connexion. Vous continuez donc à porter votre masque, et vos amis continuent à porter les leurs, et tout le monde accepte tacitement de ne pas poser de questions. C'est un pacte de non-agression psychologique. Deuxièmement, il y a la peur de se voir soi-même. Intégrer son ombre signifie admettre des choses sur soi-même que l'on préférerait ignorer, que l'on est capable de jalousie mesquine, que l'on a des pulsions destructrices, que l'on n'est pas aussi généreux que l'on aime le croire, que l'on nourrit des rancunes que l'on n'a jamais admises, que l'on a des fantasmes qui nous font honte. Jung a découvert que la plupart des gens préfèrent garder ces vérités dans l'ombre plutôt que de les affronter, parce que les affronter exige une réorganisation complète de l'image de soi. Et c'est un travail difficile et douloureux. Troisièmement, il y a le confort des normes connues.
Les scripts de l'inconscient collectif peuvent être limitatifs, mais ils sont prévisibles. Vous savez quel rôle jouer. Vous comprenez les règles tacites. Vous avez votre place dans l'ordre social. Sortir de ces normes signifie entrer en territoire inconnu. Cela signifie devoir prendre des décisions sans mode d'emploi. Cela signifie perdre le sentiment d'appartenance qui découle du fait de suivre des comportements partagés. Pour beaucoup, cette perte est insupportable. Ils restent donc dans les normes, sacrifiant leur individualité en échange de la sécurité collective. Quatrièmement, il y a l'addiction à la projection. Les projections, en particulier les projections positives, sont enivrantes. Lorsque vous idéalisez quelqu'un, lorsque vous projetez toutes les qualités que vous souhaitez voir chez cette personne, vous ressentez une euphorie. C'est comme une drogue. Et comme toute drogue, lorsque l'effet se dissipe, vous ne recherchez pas la sobriété. Vous recherchez la prochaine dose, la prochaine personne à idéaliser, la prochaine relation dans laquelle vous pouvez projeter vos besoins non satisfaits et éprouver temporairement ce sentiment d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui vous complète. Jung a vu cela à maintes reprises, des personnes passant d'une amitié intense à une autre, toujours selon le même schéma, finissant toujours par être déçues, mais ne reconnaissant jamais que le problème ne venait pas des personnes qu'elles avaient choisies, mais du mécanisme de projection qu'elles continuaient à utiliser. Et c'est peut-être là le coup le plus cruel de tous. Les relations superficielles basées sur l'illusion agissent comme une anesthésie émotionnelle. Elles vous protègent de la solitude existentielle la plus profonde, la solitude de vraiment affronter qui vous êtes sans masque, sans déni, sans script collectif, sans projection. Cette solitude est fondamentale. C'est la condition humaine de base. Vous naissez seul, vous mourrez seul, et entre les deux, vous vivez des expériences que personne d'autre ne peut vivre à votre place. Jung croyait qu'accepter cette solitude fondamentale était nécessaire au véritable développement psychologique. Mais la plupart des gens la fuient toute leur vie, utilisant des relations superficielles comme barrière contre cette rencontre avec eux-mêmes. Cette fuite a un coût. Vous vivez des décennies dans des relations qui semblent significatives, mais qui ne touchent jamais rien de profond en vous. Vous accumulez des amis, mais continuez à vous sentir fondamentalement inconnu. Vous participez à de fréquentes interactions sociales, mais en ressortez avec un sentiment de vide. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Après tout, vous avez tout fait correctement. Vous avez été amical, présent, serviable. Vous avez investi du temps, de l'énergie, de l'attention, mais il manque quelque chose. Et ce qui manque, c'est l'authenticité. Vous ne vous êtes pas montré tel que vous êtes vraiment, et personne ne s'est montré tel qu'il est vraiment à vous. Vous avez tous parfaitement dansé la danse sociale, mais personne ne s'est vraiment rencontré. Jung observait que cette dynamique s'intensifie avec le temps. Plus vous vivez à travers des personas, des ombres niées, des schémas collectifs et des projections, plus ces structures se cristallisent. Il devient de plus en plus difficile d'imaginer une autre façon d'être. Vous oubliez qu'il existe une alternative. Le masque se fond si complètement dans la peau que vous ne vous souvenez même plus comment c'est de ne pas le porter. Et puis, vous vieillissez ainsi, entouré de connaissances, mais fondamentalement seul, avec des histoires partagées, mais sans véritable intimité, avec des photos de moments heureux, mais avec le sentiment persistant que quelque chose d'essentiel ne s'est jamais produit. Il existe un type particulier de crise que Jung identifiait chez les personnes d'âge mûr ou plus âgées, qui s'en rendent soudainement compte. Elles regardent leurs amitiés de plusieurs décennies et reconnaissent qu'elles n'ont jamais été vraiment vues, qu'elles ont toujours joué un rôle, qu'elles ont toujours nié certains aspects d'elles-mêmes, qu'elles ont toujours suivi les normes attendues, qu'elles ont toujours projeté au lieu de voir. Et maintenant, elles se demandent, est-il encore temps? Est-il possible de recommencer à zéro? Est-il possible d'apprendre à établir des relations authentiques après des décennies passées à faire le contraire? Jung répondrait oui, c'est possible, mais c'est difficile. Cela demande un courage que la plupart des gens n'ont pas. Cela demande d'être prêt à perdre des relations qui ne fonctionnaient que parce qu'elles étaient superficielles. Cela exige d'accepter que vous avez contribué à la solitude dont vous vous plaignez. Cela exige un travail psychologique ardu, sans garantie de récompense. Parce que vous pouvez faire tout ce travail, retirer les masques, intégrer l'ombre, prendre conscience des normes collectives, apprendre à recueillir les projections et ne toujours pas trouver d'amis capables d'une rencontre authentique, parce qu'ils n'ont pas fait le même travail. Mais Jung croyait qu'il y avait un moyen, difficile, lent, solitaire, mais possible. Un processus qu'il a appelé l'individuation, prendre conscience de toutes ces structures qui opèrent en vous
et développer progressivement une capacité à établir des relations plus authentiques. Pas parfaites, pas sans problème, mais plus réelles, plus honnêtes, plus humains. Et c'est de cela dont nous devons parler maintenant. De ce qui se passe lorsque vous choisissez enfin la conscience plutôt que le confort, du prix que vous payez. Et de la récompense qui peut peut-être justifier ce prix. Jung avait un nom pour le processus qui consiste à prendre conscience de tous ces mécanismes qui opèrent en vous. Il l'appelait l'individuation. Et c'est peut-être le concept le plus mal compris de son œuvre. Car lorsque les gens entendent individuation, ils imaginent quelque chose de grandiose. L'illumination spirituelle, la réalisation transcendante de soi, une version idéalisée d'eux-mêmes, enfin atteinte. Mais ce n'est pas cela. L'individuation au sens jungien est beaucoup plus sobre et beaucoup plus difficile. C'est le processus lent, douloureux et interminable qui consiste à prendre conscience des forces inconscientes qui vous contrôlent, et ensuite à apprendre à interagir consciemment avec elles, au lieu d'être inconsciemment contrôlé par elles. Cela commence par la reconnaissance de la persona. Vous devez percevoir quand vous portez un masque et quand vous êtes authentique. Cela semble simple, mais ce n'est pas le cas, parce que la persona est tellement intégrée à votre fonctionnement quotidien que faire la distinction entre vous et votre performance devient un travail archéologique. Jung suggérait de prêter attention au moment où vous vous sentez le plus fatigué émotionnellement. En général, cela indique que vous avez été très performant. Soyez également attentif au moment où quelqu'un vous fait un compliment et où vous ressentez un pincement de fausseté, non pas parce que la personne est fausse, mais parce que le compliment s'adresse à la persona et non à vous. L'individuation exige que vous commenciez à faire des choix conscients concernant la persona. Au lieu de vous glisser automatiquement dans celle-ci, vous vous demandez, en ce moment avec cette personne, qu'est-ce qui est réel chez moi et qu'est-ce qui relève de la performance? Et petit à petit, vous commencez à oser de petites révélations, pas de changements dramatiques. Jung ne prônait pas l'authenticité comme une bombe nucléaire dans vos relations existantes, mais de petites expériences pour montrer quelque chose que vous cacheriez normalement. Une vulnérabilité, une incertitude, un aspect de vous-même qui ne correspond pas à l'image que vous cultivez. Et voici ce qui se passe. Certaines personnes vont reculer. Elles étaient à l'aise avec votre persona et ne savent pas comment se comporter avec ce qui se cache derrière. Cela fait mal. Mais Jung dirait que c'est une information précieuse. Ces personnes n'étaient pas vos amis. Ils étaient amis avec votre performance. Et découvrir cela, bien que douloureux, est libérateur, parce que maintenant, vous savez, vous cessez d'investir de l'énergie émotionnelle dans des relations qui vous obligent à rester faux. Mais intégrer l'ombre, c'est là que le travail commence vraiment à faire peur, parce que cela vous oblige à reconnaître et à accepter des aspects de vous-même que vous avez passé toute votre vie à nier. Jung avait une méthode pour cela. Prêtez attention à vos réactions émotionnelles intenses envers les autres. Quand quelqu'un vous irrite de manière disproportionnée, quand vous ressentez un jugement viscéral, quand vous avez un besoin compulsif de critiquer ou de corriger quelqu'un, ce sont là des indications de votre ombre projetée. Le travail consiste à tourner votre attention vers l'intérieur. Au lieu de vous concentrer sur le comportement de l'autre personne, vous vous demandez « Qu'est-ce qui est activé en moi ? Quel aspect de moi-même vois-je refléter en elle ?» Cela ne signifie pas que le comportement de l'autre n'est pas problématique. Cela signifie que votre réaction intense indique généralement qu'il y a quelque chose de vous dans tout cela. Et tant que vous n'aurez pas séparé ce qui est à elle et ce qui est à vous, vous ne pourrez pas répondre clairement à la situation réelle. Intégrer l'ombre signifie également reconnaître des pulsions que vous préféreriez ne pas avoir. La jalousie que vous ressentez lorsqu'un ami réussit quelque chose. La satisfaction secrète lorsque quelqu'un que vous dites aimer échoue. L'égoïsme qui motive des actes que vous avez présentés comme altruistes. La compétitivité qui se cache derrière votre apparente coopération. Jung ne vous disait pas d'agir selon ces pulsions, il vous disait de les admettre consciemment, car tant que vous les niez, elles opèrent sans que vous puissiez les contrôler. Mais lorsque vous les reconnaissez, vous pouvez choisir consciemment comment y répondre. Et voici quelque chose de crucial que Jung observait. L'intégration de l'ombre ne fait pas de vous une personne pire. Elle fait de vous une personne plus honnête et paradoxalement plus éthique. Car désormais, vous n'agissez plus sous l'impulsion d'instincts inconscients déguisés en vertu. Vous faites des choix conscients, en sachant exactement quelles forces agissent en vous. La personne qui nie complètement son égoïsme blesse souvent les autres d'une manière qu'elle ne reconnaît pas. Une personne qui admet son égoïsme
peut choisir consciemment d'agir généreusement, et ce choix a un poids moral que la générosité automatique n'a jamais eu. Prendre conscience de l'inconscient collectif est peut-être l'aspect le plus subtil de l'individuation. Cela exige que vous commenciez à remarquer quand vous suivez des schémas collectifs au lieu de faire des choix individuels, lorsque vous jouez un rôle archétypal au lieu de réagir à la situation réelle, lorsque vous répétez des scripts culturels au lieu de penser par vous-même. Jung suggérait de prêter une attention particulière au moment où vous pensez ou agissez exactement comme tout le monde autour de vous. Non pas parce que l'uniformité est toujours mauvaise, mais parce que vous devez savoir s'il s'agit d'un choix conscient ou d'une conformité inconsciente. Il y a ensuite le travail consistant à retirer les projections. C'est, à bien des égards, le plus difficile. Car cela exige que vous admettiez que vous aviez tort, que la personne que vous détestiez n'est peut-être pas le monstre que vous imaginiez, que la personne que vous idéalisiez n'est qu'un être humain, que vous avez gaspillé des années à réagir à des fantômes intérieurs plutôt qu'à répondre à des personnes réelles. Jung avait une technique pour cela. Lorsque vous vous surprenez à avoir une forte réaction émotionnelle envers quelqu'un, qu'elle soit positive ou négative, forcez-vous à énumérer 5 qualités de cette personne qui contredisent votre évaluation initiale. Si vous la considérez comme complètement égoïste, trouvez 5 moments où elle s'est montrée généreuse. Si vous la considérez comme parfaite, trouvez 5 défauts humains. Cet exercice commence à dissoudre la projection, vous permettant de voir la complexité réelle de la personne. Mais voici ce que Jung mettait en garde. L'individuation ne garantit pas que vous trouverez des amis capables de réciprocité. Vous pouvez faire tout ce travail, retirer les masques, intégrer l'ombre, prendre conscience des schémas collectifs, recueillir les projections et découvrir que la plupart des gens autour de vous ne sont pas intéressés par ce niveau de conscience ou d'authenticité. Ils sont à l'aise dans leur persona, leur dénégation et leurs projections. Et vous, désormais plus conscient, pouvez vous sentir plus isolé qu'auparavant. C'est ce que Jung appelait la solitude de l'individuation. Lorsque vous commencez à vous éveiller psychologiquement, vous vous éloignez des personnes qui restent endormies, non pas parce que vous êtes devenu supérieur, mais parce que vous ne pouvez plus participer aux mêmes jeux inconscients. Vous voyez les masques, vous reconnaissez les projections, vous identifiez les schémas collectifs, et si cela vous apporte de la clarté, cela vous sépare également. Car la plupart des relations sociales dépendent du fait que tout le monde accepte de ne pas voir ces dynamiques. Jung observait que beaucoup de gens abandonnent l'individuation précisément à ce stade. L'isolement devient trop insupportable, alors ils régressent. Ils reviennent au masque, au déni, au schéma confortable, et il y a là une tragédie particulière, car maintenant, elles savent, elles ont vu ce qui se cache derrière le rideau. Mais elles ont choisi de retourner à l'illusion. Et ce choix conscient de l'illusion crée un autre type de souffrance. Ce n'est plus une inconscience innocente, c'est de la mauvaise foi. C'est savoir que vous vivez dans le mensonge, et le faire quand même parce que l'alternative semble trop coûteuse. Mais pour ceux qui continuent, Jung promettait quelque chose. Pas un bonheur facile, pas la résolution de tous les problèmes, pas des amitiés parfaites enfin réalisées, mais quelque chose de plus précieux, la possibilité d'une rencontre authentique, parce que maintenant vous êtes présent d'une manière qui n'était pas le cas auparavant. Vous n'êtes plus caché derrière des masques, vous ne projetez plus de fantômes, vous ne suivez plus automatiquement des scripts, vous êtes éveillé. Et lorsque vous rencontrez une autre personne qui est également éveillée, quelqu'un qui a également fait le travail d'individuation, quelque chose de différent devient possible. Et c'est de cela dont nous devons parler maintenant. De ce à quoi ressemble l'amitié lorsque deux personnes conscientes se rencontrent, de la raison pour laquelle elle est si rare, de la raison pour laquelle, même si elle est rare, elle vaut chaque moment de travail solitaire qui vous a amené là. Parce que Jung croyait que même si l'amitié authentique est presque impossible, elle n'est pas complètement impossible. Elle exige simplement plus de courage, plus d'honnêteté et plus de travail intérieur que la plupart des gens ne sont prêts à investir. Voici donc la proposition radicale de Jung. L'amitié authentique est possible, mais uniquement entre des personnes qui ont fait le travail d'individuation. Uniquement entre des individus qui ont pris conscience de leur persona, intégré leur ombre, reconnu les schémas collectifs qui opèrent en eux et appris à retirer leurs projections. Et comme ces personnes sont extrêmement rares, l'amitié authentique est également extrêmement rare. Non pas parce que les êtres humains sont incapables de créer de véritables liens, mais parce que très peu d'entre eux font le travail intérieur nécessaire pour rendre ces liens possibles. À quoi ressemble cette amitié?
Tout d'abord, elle ne commence pas par une idéalisation. Lorsque deux personnes conscientes se rencontrent, elles ne ressentent pas cette euphorie d'avoir enfin trouvé quelqu'un de parfait. Il y a une reconnaissance. La reconnaissance que l'autre personne est également éveillée. Elle voit également les masques, qu'elle connaît également sa propre ombre, qu'elle comprend également qu'elle porte en elle des schémas qui ne lui appartiennent pas entièrement. Et cette reconnaissance crée un type d'attirance différent, qui ne repose pas sur la projection de besoins non satisfaits, mais sur le respect d'une personne qui fait un travail psychologique sérieux. Cette amitié permet la contradiction. Parce que les deux personnes ont intégré leurs ombres, elles savent qu'elles sont complexes, qu'elles peuvent être généreuses et égoïstes, courageuses et craintives, sages et confuses, et aucune de ces contradictions n'annule l'autre. Ainsi, lorsque l'une d'elles agit de manière mesquine, l'autre ne s'effondre pas de déception. La perfection n'était pas attendue. Ce qui était attendu, c'était une humanité complète. Et l'humanité complète inclut les défauts, les erreurs, les moments de petitesse. L'amitié ne se brise pas à la première déception, car elle n'a pas été construite sur l'idéalisation. Dans cette amitié, il y a de la place pour le silence, parce qu'il n'y a pas besoin de performance constante. Vous n'avez pas besoin de divertir, d'impressionner ou de maintenir une image. Vous pouvez simplement être, et l'autre peut simplement être, et ce fait d'être ensemble sans masque, sans rôle, sans script, c'est ça, la véritable intimité. Ce n'est pas toujours confortable. Parfois, c'est inconfortable, parce que la véritable vulnérabilité est inconfortable. Mais c'est authentique d'une manière que la performance n'a jamais été. Jung observait que l'amitié entre personnes conscientes supporte également la confrontation. Pas une confrontation cruelle ou destructrice, mais une confrontation honnête. Quand l'un agit par le biais d'un mécanisme inconscient, retombant dans sa persona, projetant son ombre, suivant automatiquement un schéma collectif, l'autre peut le signaler, non pas avec jugement, mais avec clarté. Voyez-vous la situation telle qu'elle est ou la projetez-vous? Est-ce vraiment vous, ou est-ce un rôle dans lequel vous êtes tombé sans vous en rendre compte? Ce type de confrontation est possible parce qu'il y a la confiance que l'intention n'est pas de blesser mais d'éveiller. Et voici quelque chose de crucial. Cette amitié n'exige pas un accord constant. Des personnes conscientes peuvent être en profond désaccord et rester proches. Parce que la proximité n'est pas basée sur une pensée uniforme. Elle est basée sur un engagement mutuel envers la conscience. Vous pouvez avoir des valeurs différentes, faire des choix différents, voir le monde de différentes manières, mais vous êtes tous deux engagés à voir clairement, à ne pas vous cacher, à ne pas projeter. Et cet engagement partagé crée un lien plus fort que l'accord superficiel ne pourrait jamais créer. Mais Jung avertissait, même entre personnes conscientes, les mécanismes ne disparaissent pas complètement. Vous avez toujours une persona, vous portez toujours une ombre, vous êtes toujours influencé par des schémas collectifs, vous projetez toujours. La différence est que maintenant, vous vous rendez compte quand cela se produit et vous pouvez choisir consciemment comment réagir. Ainsi, l'amitié entre personnes conscientes n'est pas exempte de conflits ou de malentendus. Elle est simplement exempte de déni des conflits et des malentendus. Lorsqu'un problème survient, les deux personnes savent regarder en elles-mêmes avant de blâmer l'autre. Elles se demandent d'abord « Qu'est-ce qui est activé en moi? Quelle projection suis-je en train de faire? Quelle ombre est à l'œuvre ?» Cette amitié se caractérise également par l'absence de dette émotionnelle, car aucun des deux n'utilise l'autre pour combler un vide intérieur. Aucun n'a besoin que l'autre soit d'une certaine manière pour se sentir complet. Il y a de la place pour que chacun change, grandisse, évolue, même si cette évolution les mène dans des directions différentes. Il n'y a pas cette sensation étouffante de « tu ne peux pas changer parce que j'ai besoin que tu restes tel que tu as toujours été ». Il y a de la liberté. Et cette liberté, paradoxalement, crée un lien plus authentique que la dépendance n'a jamais créé. Jung observait également que l'amitié authentique est moins fréquente en termes de contact, non pas parce qu'il y a une distance émotionnelle, mais parce qu'il n'y a pas besoin d'un contact constant pour maintenir la validation. Les personnes conscientes n'ont pas besoin d'être constamment rassurées sur le fait qu'elles sont acceptées. Elles se connaissent. L'autre les connaît. Cela ne change pas parce qu'elles ne se sont pas parlé pendant des semaines. Les rencontres peuvent donc être rares mais profondes, sans cette anxiété qui nous fait penser que si nous ne nous parlons pas régulièrement, nous allons nous éloigner. Car la connexion n'est pas maintenue par la fréquence, elle est maintenue par l'authenticité. Mais voici la dure réalité que Jung n'a pas cachée. Vous pouvez faire tout le travail d'individuation et ne toujours pas trouver ce type d'amitié, car vous avez besoin de réciprocité.
et la plupart des gens ne font pas ce travail. Vous pouvez donc être prêt pour une rencontre authentique et passer des années sans trouver quelqu'un d'aussi près que vous. Cela ne signifie pas que le travail a été inutile. Cela signifie que le travail vous a transformé d'une manière que la plupart des gens ne choisissent pas d'être transformés. Et cela crée inévitablement une séparation. Jung suggérait que, dans ce cas, vous avez le choix. Vous pouvez essayer de forcer l'authenticité dans vos relations avec des personnes qui ne sont pas prêtes pour cela, ce qui aboutit généralement à de la frustration ou à la fin de la relation. Ou vous pouvez accepter que différentes relations existent à différents niveaux de profondeur. Certaines resteront superficielles, et ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin d'une intimité profonde avec tout le monde. Vous avez besoin d'honnêteté sur le type de relation que chacune représente. Et pour la première étape, comment commencer ce cheminement? Jung dirait, commencez par observer. Observez quand vous utilisez votre persona. Observez quand vous réagissez de manière émotionnellement disproportionnée, signe d'ombre ou de projection. Observez quand vous suivez un modèle collectif sans le remettre en question. N'essayez pas de tout changer d'un coup. Observez simplement. La conscience précède le changement, et la conscience en soi commence déjà à transformer. Observez également ceux qui, autour de vous, montrent des signes de conscience similaires. Qui remet en question les normes? Qui admet ses contradictions internes? Qui accepte d'être confronté? Qui parvient à parler de ses propres défauts sans s'effondrer? Ce sont là des indices qui indiquent que ces personnes font peut-être un travail similaire. Et une approche consciente de ces personnes peut, progressivement, créer la possibilité d'une amitié plus authentique. Mais ne vous faites pas d'illusions. Ce sera lent, ce sera difficile. Il y aura des moments où vous aurez l'impression que c'était plus facile avant, lorsque vous viviez dans une inconscience confortable. Et c'était peut-être le cas. Mais Jung demanderait, est-ce que plus facile vaut mieux que plus réel? Le confort de l'illusion vaut-il mieux que l'inconfort de la vérité? Une approbation superficielle vaut-elle mieux qu'une reconnaissance profonde, même si elle est rare? Chacun répond à ces questions pour soi-même. Il n'y a pas de réponse universelle. Mais si vous avez choisi la conscience, si vous avez choisi de faire le travail d'individuation, si vous avez choisi de voir vos masques, d'intégrer votre ombre, de reconnaître les schémas collectifs, de retirer vos projections, alors vous savez déjà qu'il n'y a pas de retour en arrière. Vous pouvez essayer de revenir aux illusions confortables. Mais maintenant, vous savez ce que vous faites. Et cette conscience change tout. Voici donc la question finale. Laquelle de ces illusions reconnaissez-vous comme étant la plus forte dans vos relations? La persona que vous ne quittez jamais? L'ombre que vous projetez constamment? Les schémas collectifs que vous suivez sans les remettre en question? Les projections que vous confondez avec la réalité? Identifiez-en une seule, et commencez à l'observer. Ne la jugez pas, n'essayez pas de l'éliminer immédiatement. Observez simplement quand elle opère. Et dans cette observation, vous faites le premier pas vers quelque chose que Jung considérait comme possible mais précieux. La chance d'être vu pour ce que vous êtes vraiment et de voir un autre être humain pour ce qu'il est vraiment. Pas à travers des masques, pas à travers des projections, mais tels qu'ils sont réellement, complexes, contradictoires, imparfaits, et précisément pour cette raison, dignes d'une reconnaissance authentique. Partagez vos commentaires, mais soyez honnêtes, surtout avec vous-même. N'oubliez pas, vivre en pleine conscience est un choix. Éveillez votre esprit, affrontez vos désirs et éclairez votre ombre. Comptez sur moi dans cette aventure et continuez à suivre les prochaines vidéos de la chaîne.